Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous pour une émission exceptionnelle ce soir du QG. On reçoit un ancien membre du GIGN qui s'appelle Philippe B. Attends, Jimmy? Pourquoi il n'est pas venu avec moi? Jimmy? Non, je viens pas, Guillaume. Pourquoi tu viens pas, Jimmy? Non, j'ai honte, j'ai vraiment honte. Mais pourquoi t'as honte? Pourquoi? Mais viens, Pourquoi? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? attends, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as vu? Hey, oh, tu m'as vu? Tu te fous de moi? C'est pas grave, hein? Mais tu te fous de ma gueule? Attends, mais on avait dit GIGN belge? Oui, mais bien, oui, c'est comme ça, mais en tu quelle parles année? d'un con? Mais tu sais quoi? Les collants, ça te va vachement bien. C'est vrai? Bah oui. Je te trouve hyper charismatique. Tu devrais aller à un rendez-vous Tinder comme ça. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Vous le trouvez pas stylé comme ça? Est-ce que vous avez envie que Jimmy reste habillé comme ça toute l'émission? Ah, c'est vrai. Allez, on accueille Philippe B. Eh ben, bienvenue, Philippe B. Merci. Ça va Merci à être vous. très pratique de faire Oui, ça va être l'émission. très bien, on va avoir très froid, je pense, vraiment. Toi, tu vas rester habillé comme ça toute Moi, je reste l'émission? comme ça, moi, je bouge pas. Moi, si ça vous dérange pas, je vais quand même enlever la cagoule. Le casque, il est lourd, non? Ouais, mais le tien est pas aussi lourd que celui qu'on a d'habitude. C'est pratiquement 6 kilos. Hein. Et là, il doit faire, je sais pas, 3,5 kg, la moitié. Mais ça me fait déjà mal, là, derrière, là, tu vois. Non, je comprends pourquoi t'as un gros cou et t'es taillé comme ça. Ouais. Bon, attendez, on fait juste un changement en 30 secondes, d'accord? Voilà, merci beaucoup. Excuse-moi pour le petit contretemps. Vous restez longtemps habillé avec ces trucs aussi lourds? Bah, selon les postes qu'on occupe, mais on peut rester jusqu'à 10h, 15h équipé comme ça. Et pour les assauts d'urgence, quand on est au plus près de la crise, c'est-à-dire à devoir réagir au plus tôt s'il se passe quelque chose, on met toujours une équipe. Les autres sont en stand-by, le plus gros de l'équipe est en stand-by. Et ceux-là peuvent rester 10 heures sur un forcené en attente, la cagoule et le casque et l'arme sur soi, quoi. Ah, c'est hyper intéressant ton histoire. Tu vas nous raconter un peu ton parcours. On a un petit jeu au milieu. Toi, tu as sorti un livre qui s'appelle Confession d'un Ops. Et donc Philippe B, donc c'est ton nom de famille, mais t'as pas mis le nom en entier. Ouais. Aujourd'hui, on t'appelle autrement? Aton. Aton, c'est mon nom d'acteur maintenant parce que j'ai fait ma conversion donc dans le cinéma. C'était un rêve de gosse à la base. Hein, de 4 ans jusqu'à 16 ans, je voulais devenir acteur. À 16 ans, il y a eu Marignane. Et là, je suis parti sur la prise d'otage dans l'avion? La prise d'otage dans l'avion. J'ai fait mon passage. Tout ce que j'ai mis en place, c'était pour entrer au GIGN. Je l'ai fait. Et j'avais annoncé qu'à peu près 40 ans, j'arrêterais pour faire une deuxième vie dans le cinéma. Et ça commence. Et tu as 40 ans pile? Ouais, pile, ouais. Ah, c'est ça, c'est vrai? Pile. 40 ans, putain. Il est né maintenant. Alors, aujourd'hui, le jour où on entend l'émission pour de vrai, il est où, mon Stéphane? Attendez, excusez-moi, j'ai fait une petite pause, Stéphane. mais on le gardera dans l'émission. Il a 40 ans aujourd'hui. Voilà, Stéphane. Ouais, mon Steph. Bienvenue. Anniversaire, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Stéphane. Joyeux anniversaire. « 40 ans, voilà. Et ben, 40 ans, ça y est, passage. Donc, t'as vraiment fait la bascule. T'as quitté les GIGN il y a combien de temps aujourd'hui? J'ai quitté au mois de décembre, donc ça fait 5-6 mois, quoi. On va commencer, comme tous les invités, par le CV. C'est on te pose des petites questions pour bien te connaître. Exactement. Le CV classique. Alors, nom, prénom, âge. Alors non, je vous le dirai pas, sinon Oui. je serais obligé de tous vous tuer dans cette salle. Pas aller jusque-là, quand même. Mais prénom, Philippe. Là, pour le coup, c'est mon vrai prénom. Et pseudo, Aton, comme j'expliquais. Maintenant, voilà, c'est... Très bien. Profession des parents. Alors, mon père était prof dans un lycée technique, prof de menuiserie, dessin industriel. Et ma mère était directrice administrative d'une clinique. Donc plutôt des jobs rien à voir avec les forces de l'ordre. Et plutôt une enfance, un cadre à peu près sympa, quoi, au niveau financier. Quoi. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous ou dans la loge? On va garder le mystère, très certainement. Dernière fois que vous avez eu affaire à la police? Dans le mauvais sens du terme. De l'autre côté.
De l'autre côté de la Ouais, barrière. alors, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il doit y avoir à peine un an. J'étais en voiture et je me suis fait arrêter parce que j'étais en BM, vitre teintée, j'avais le téléphone, j'étais à un feu rouge et je crois que j'ai glissé légèrement. Ils m'ont arrêté et j'avais le téléphone. Donc je me dis, la foutu pour foutu, faut y aller. J'ai ouvert la vitre et je lui dis, excusez-moi. Il me dit, non, mais je termine juste la conversation et je vous explique après. Ta gueule, allez, hop là. C'est hyper marrant, ça. Et ouais, et c'est pas bien, hein. Non, mais aucun pas le faire, gendarme, faut pas le faire. aucun policier ne fait ça. Je crois que je suis le seul. Et je lui dis non, je suis désolé, on parle après. Et le mec il dit non mais il est complètement taré. Il dit je vais l'aligner. Il fait quoi lui et je raccroche. J'avais ma femme en fait au bout du fil. Et elle me dit tu fais quoi là? Ouais, elle m'a dit mais t'es sûr qu'ils allaient t'arrêter machin, va leur expliquer maintenant. Ah, tu vas te faire Je dis, reculer. ouais, mais c'est bon, j'arrive tout de suite. Et je lui dis excusez-moi là, je suis au GIGN, je dois partir, j'ai le bip, regardez la carte professionnelle. Oh pardon, non, tu veux qu'on t'escorte? Ça devrait aller. C'est vrai? Ça devrait aller. Nombre de balles que tu as pris dans le corps. J'en ai pris une. Et l'histoire est très drôle. Et c'est marqué Oui, dans le c'est livre. drôle, oui. Alors moi je l'ai lu dans le Oui. livre. Je t'ai pris une balle. Non, non, Oh putain de merde, yes. Attends. Ah, c'est super. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Mais en vrai, c'est la meilleure balle que tu pouvais prendre. La meilleure balle. Ouais, Oui, ouais, si tu te ouais. prends une balle, honnêtement, c'est Ben, le meilleur endroit Non, c'est. et de la meilleure façon. Alors, le meilleur endroit, je sais pas parce que j'ai eu beaucoup de chance. Mais ouais, j'ai eu énormément de chance. En fait, Une balle dans la me couille, laisse- ça fait quand même très mal. Hein. J'en ai plus qu'une, mais ça. Mais en fait, ça a été une succession. Il faut replacer un peu dans le contexte. Non pas que je cherche des excuses à mon malheur, mais en fait, j'étais à Bagdad. J'avais une position. Enfin, j'avais un collègue qui devait prendre ce qu'on appelle marqueur. Marqueur, c'est en fait, on faisait la protection rapprochée de l'ambassadeur de France. On était donc à l'ambassade et l'ambassadeur arrivait en voiture. Et le collègue devait se mettre devant, là où la porte devait être ouverte et tout ça. Et en fait, il était malade, il avait 42 fièvres. Et je lui dis, t'as pas l'air bien. Il me dit, non, je suis pas bien. J'ai dit, écoute, je vais prendre ta place. C'est moi qui vais me mettre en place. Et 2-3 jours après, on devait aller à Amman, prendre la route de tous les dangers pour voir justement si cette route était claire en vue d'une exfiltration de l'ambassadeur. Et il me dit, il y a une caisse, comme tu vas aller au truc, il serait bien que tu mettes ton arme dedans. Donc je commence à enlever l'arme, mais quand on enlève une arme, on la met en sécurité. C'est-à-dire qu'on enlève les chargeurs, on enlève la balle qu'il y a dedans, on enlève tout. Pour pouvoir, dès qu'on a une manipulation à faire. Et là, en fait, on me laisse pas le temps et me dit, vas-y vite, mets-la, je la mets dans la caisse, je ferme le couvert, ça fait mal. Donc je rouvre et on appuie comme ça. Et en fait, la sûreté saute, et là, j'entends autorité en approche. Ah, je dis, il faut que je me mette en place, je récupère. J'ai fait, en fait, le film à l'inverse après. Et j'ai compris, T'as compris ce que t'as passé. fait. Ouais. Donc je bouge l'arme, voilà, la sécurité saute, parce que ça pouvait pas être autrement. Je mets l'arme en bandoulière et moi je cours pour aller me mettre en place donc dehors. Et à un moment donné, donc les Irakiens sont en place avec leur Kalachnikov et l'autorité arrive au loin, quoi, à peu près à 100 mètres. Et là, moi, je remets donc cette arme qui est très lourde. Donc j'ai 2 chargeurs pleins, enfin une 5,56, un fusil d'assaut, hein, avec un tube 40 mm avec une grosse grenade dedans, enfin vraiment le truc lourd. Donc je prends comme ça et je la remets un petit peu en place, tu vois, pour me. Et en fait, en la reposant, j'avais des chargeurs qui dépassaient. Je pense que ça se prend dans la queue de détente. La gâchette. Ce qu'on appelle la gâchette. Alors là, ils me rendent fou quand ils disent ça, c'est la queue de détente. Et, soyons précis. Et en même temps, je pense avec le poids de l'arme, ça appuie sur cette queue détente et ça tire. Et là, je sens qu'il s'est passé un truc. Il sent encore les balles. Je me sens pas très bien. Ouais, je sens une vive douleur. Je regarde mon pied, et là, en fait, je vois un trou dans la chaussure. Je décale le pied du bitume et le bitume en dessous explosé. Et là, je dis à la radio, parce qu'en fait, la voiture stoppe. Parce que les mecs entendent ce. Ils pensent qu'il y a un. Ils pensent qu'il y a un Comment ils truc. réagissent Il y a les une autres attaque, parce qu'à Bagdad, ça, voilà, c'était Ouais, un peu. parce qu'il y a Ça un peut truc, partir. Et là, ils stoppent la voiture. Et je dis à la radio, je dis non, les gars, autant pour moi, c'est moi qui viens de tirer une balle. Je me la suis mise dans le pied, mais tout va bien. Tout va bien. Je dis, quand je disais tout va bien, c'est que c'est clair, vous pouvez venir. Les Irakiens se retournent vers moi, je dis non, les gars, ils me disent parce que moi j'enlève la chaussure. Parce qu'en fait, j'avais très très peur de ce qui pouvait, parce que j'avais eu des collègues à qui c'était déjà arrivé, et le pied explose. Hein. Et derrière, c'est en boîte à vie, quoi. Ah bah oui.
Donc j'étais pressé de voir un petit peu, de savoir un peu ce qui s'était passé. Donc j'enlève le lacet, j'enlève la chaussure. Et je C'était sens des qu'il y a- chaussures comme ça, des grosses chaussures noires. C'était à peu près ça, ouais. Donc j'enlève, mais je pouvais les enlever assez rapidement. Et je sens quand j'enlève le pied, donc en sang, et je sens que dans la chaussette, il y a un poids. C'est les chairs, en fait, qui sont éclatées. Donc je pose le pied au sol et en mettant un peu de poids sur ma jambe, je sens que les os n'ont pas été forcément touchés, quoi. Donc je dis non, ça va, tout va bien, rassurez-vous. Et au moment où la voiture arrive, donc il me regarde comme ça, et je fais signe que ça va. L'ambassadeur quitte, machin, fait ce qu'il a... Alors lui, il n'a rien vu. Ah, il a même pas vu. Non, il n'a pas vu. Et je pense qu'ils l'apprennent maintenant parce qu'on a tout caché, quoi. Et tu dis, alors c'est comme moi j'ai joué un peu aux jeux vidéo, etc. Tu dis, tu prends une piqûre d'adrénaline, non, ou de Ouais, morphine, non, c'est de la morphine. et tu te la fous tout seul. Ben, en fait, je me soigne tout seul parce qu'il n'y a pas de médecin. Donc j'arrive, je demande un coca, je demande de décompresse, je demande de la bétadine. Et là, je me pique à la morphine. J'enlève la chaussette. Et là, je vide la bouteille de bétadine dans le pied. Donc pour désinfecter tout, je fais saigner, donc ça saigne, ça en fout partout. Et là, je remets les chairs, une compresse dessus, une compresse dessous, une bande. Mais comme je voulais rester absolument, parce que pour moi c'était une erreur professionnelle, et je voulais pas que les collègues subissent les conséquences, voilà, mon erreur, et que je parte. Parce que normalement, on part, ce qu'on appelle un vol blanc, vol sanitaire, on part et c'est terminé. Et je voulais absolument rester parce que c'était une erreur de ma part, et j'ai décidé de me soigner tout seul, en accord avec les médecins à Versailles, qui me donnaient des conseils. Et en fait, je me suis soigné, je me suis réopéré, entre guillemets, 15 jours après, parce que ça s'est infecté, avec scalpel, tout, j'ai rouvert, j'ai enlevé... T'as un trou dans le pied ou pas? Là, maintenant, non, on voit Ça plus se voit rien. plus Ah non, on voit plus rien. Non, ça y est, c'est... Juste dans le CV, il y a une question qui s'enchaîne bien, c'est le nombre de gifles distribués dans ta vie. Oh là. Il regarde là. Ouais, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Parce que Je vais partir, moi, je pense, malheureusement. Non, il y en a eu beaucoup. t'es un peu bagarreur, toi. J'étais extrêmement bagarreur, ouais. De ma plus tendre enfance, l'adolescence, ça m'a valu beaucoup de problèmes. J'ai failli ne pas rentrer en gendarmerie, même à cause de ça. Mais c'était jamais de la bagarre gratuite. C'était à chaque fois, c'était tourné contre de l'injustice. C'est ça. J'estimais que tu m'avais mal parlé, c'était injuste. Sur la mer, du coup, voilà. On s'expliquait, puis je ressemblais pas à grand-chose, en fait. J'avais un peu l'afro, pull tricoté par ma grand-mère. J'avais un look très particulier, c'était mon look. Et très souriant, très jovial. Et les gens me prenaient pas vraiment au sérieux. Et à un moment donné, je switchais. Et je dis, mais là, je vais te la mettre. Souvent, la main. Hein. Ils viennent me regarder en disant ça, même moi, ça me fait peur. Mais t'es mignon comme ça. Montant de la plus grosse prime gagnée au GIGN. Ah, je vais vous faire rire. Les primes, non, il n'y a pas vraiment de prime. C'est quand on partait à l'étranger, parfois on pouvait avoir une prime supplémentaire, mais c'était plutôt de l'argent qu'on nous donnait pour subvenir à nos besoins dans les pays. J'étais au Kosovo. On fait pas ça pour l'argent, quoi. Ben, on fait pas ça pour l'argent, non. C'est non, sinon, enfin, le salaire quand on rentre au GIGN, je crois que ça doit être du 2000 et quelques euros, 2002, 2003. Moi, j'ai quitté, pour être transparent, pour vous dire, à 3500, en faisant 15 ans, avec toutes les annuités, tout, le grade adjudant-chef. Donc, on fait vraiment pas ça pour En l'argent. risquant vraiment sa vie. Ah, pour le coup, ouais, on risque vraiment ça. Ah bah oui, ouais. du coup, ouais. Et donc, on fait pas ça pour l'argent. Tu l'as fait pourquoi? Par passion, pour me sentir utile. J'avais vraiment besoin, à 16 ans, quand j'ai vu justement à Marignane ces gendarmes qui rentrent dans l'Airbus et qui, il y a eu le film L'Assaut, ça parle peut-être plus aux plus jeunes, avec Vincent Elbaz, mais c'était, voilà, pour moi, je me suis posé la question qui étaient ces gens-là et ce qu'ils faisaient, leur mission, et je me suis dit, il y a vraiment une utilité. Et en même temps, dans les films, parce que moi je voulais être acteur, les super-héros faisaient ce job-là. Ouais, quoi. c'est ça. Donc je me suis dit, je vais le faire en vrai, et puis après je le ferai pour de faux. Putain, c'est marrant. Moi, j'ai essayé avec Spider-Man, mais j'ai pas réussi. J'ai sauté dans les trucs, mais j'ai pas réussi. C'est dangereux. Hein. Dernière, C'est un peu plus dernière dangereux. question du CV. Oui, nombre de vies sauvées. Oula, alors là c'est pareil. Autant que de gifles ou pas? Autant, j'espère. J'espère. Non, je peux pas dire, mais je dirais, ça se compte, c'est à 3 chiffres peut-être. Ah ouais. Ok. Ouais, parce qu'il y a des prises d'otages, par exemple le Ponant, en 2009, ils étaient une trentaine. Donc là, je participe, jamais Ah oui, oui. seul. Hein. Oui, non, C'est jamais seul, on fait pas le C'est travail toujours un seul. travail Quand- d'équipe, tu le dis. Quand je dis ouais, pas non, un c'est truc important seul. de le souligner. C'est vrai que seul, on peut faire des choses. On a toujours, chacun a son poste. Tous les postes sont importants au GIGN. Et puis on participe collectivement à une action.
Voilà. Donc on sauve des vies. Individuellement, j'ai pas la prétention de dire moi j'ai sauvé personne. Ouais, c'est ça. Mais le GIGN a sauvé beaucoup de vies. Voilà. Pour finir le CV, l'image que tu garderas en toi à vie, qui t'a le plus marqué de ta carrière au GIGN. J'étais à Sablé-sur-Sarthe en 2006, je crois, quand un prof prend en otage une salle de classe. Ils sont 21 ou 22 élèves. En fait, c'est quand on sort et qu'on voit les élèves qui vont vers les parents. Et les parents qui nous regardent et qui nous disent merci. Et nous, on a encore les cagoules, on dit on les garde, il y a les portables et tout. C'était en 2006. C'était en 2006, ouais, il y a à ce moment-là. Attends, et juste pour terminer sur cette histoire-là, il y a Nicolas Sarkozy qui vous a dit d'abattre le prof et vous ne l'avez pas fait. Ouais, en fait, le prof est dans la salle avec un revolver. Mais sauf qu'on ne sait pas vraiment, les revolvers, il y a de tout. Il y a du 357 Magnum, comme il peut y avoir du pistolet air comprimé ou de l'airsoft. Et à ce moment-là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a. Le profil psy, pas forcément un individu très dangereux. Il a pris cette classe en otage, mais en même temps, il prête son portable pour que les élèves appellent leurs parents pour les rassurer. Donc un profil pour les négociateurs qui est assez favorable quand même. Et Sarkozy, quand on lui dresse un petit peu le tableau, il dit non, mais neutralisez-le. Mais nous, si on le neutralise, qu'est-ce que ça veut dire neutraliser? Ça va être un tir. Un tir épaule, un tir tête, à savoir qu'une 308, une 7,62, c'est une munition de guerre. Quand on est posté comme ça, quand on tire dans une tête, la tête éclate. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves sont alignés. Donc si on fait éclater la tête du prof, qui n'a pour l'instant tiré sur personne, qui n'a pas forcément été... Il a été menaçant. On est dans un cadre de légitime défense. Donc on peut éventuellement le faire. Légalement, ça se justifie. Mais si on fait ça, tous les élèves sont traumatisés à vie. Ouais, c'est ça. Et puis nous, si on s'aperçoit que le revolver est une arme factice, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Ouais, c'est ça. Donc on décide d'intervenir et en fait, à un moment donné, il libère les otages. Et là, on rentre. Il prend un coup de bouclier, donc il projette. Moi, je lui mets même une gifle, je crois. C'est une des chiffres qui a mis celle-là. Mais c'est toi qui as le bouclier? Non, j'avais pas le bouclier. Moi, j'étais juste derrière le bouclier. Et puis, il tombe au sol. Par contre, je récupère l'arme. Je le désarme et je récupère l'arme. Et quand j'ouvre le barillet, en fait, c'est des cartouches en caoutchouc. Mais non. Ah, des balles, un gomme-cogne. Des balles gomme-cogne. C'est-à-dire qu'à bout touchant, c'est-à-dire presque le canon sur la tempe ou sur la tête, ça va faire très mal. Mais tu meurs Ou pas. sur l'œil. Ça Oui. pourrait, voilà, éventuellement faire des dégâts. Mais comme ça, je vous tire dessus, ça va faire mal, ça va piquer, mais ça fera un bleu, c'est tout. Donc neutralisé par un tir épaule, et à savoir qu'un tir épaule, on peut tuer quand même. On ne maîtrise pas ce qu'on appelle la balistique lésionnelle interne. Quand une balle rentre dans un corps, elle peut dévier, on ne sait pas du tout ce que ça peut faire, et atteindre le cœur. Alors, juste pour reprendre ta vie, toi, enfant, tu disais, ouais, j'ai été un peu la victime. En gros, à l'école, tu as vécu le harcèlement scolaire ou... Ouais, pas longtemps. Non, j'ai eu une bagarre, je crois que j'avais 6 ou 7 ans, j'étais en CP. Et j'étais pris un peu par les autres, par les plus grands, ouais, le petit bouffon, le mec, voilà. Et à un moment donné, ça a terminé en bagarre. Ils étaient plusieurs autour de moi et j'ai pris un coup de pied dans le ventre. Et j'ai rien pu faire derrière. Et derrière, ils me mettaient des claques et tout ça. Et j'étais le chaos, quoi. J'ai dû le prendre en plein sternum. Je me suis relevé. Et quand je suis arrivé chez moi, c'était ce que je le dis à mon père. Je vais me faire gronder parce que pour mon père, on ne doit pas être une victime. Pour lui, il fallait que je sois le futur mâle alpha. Se faire respecter. Respecté. Et là, il voit que je suis pas bien. Je lui raconte cette histoire et il me dit c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu es une victime. Je dis maintenant. Donc il a voulu m'inscrire dans des clubs de karaté, mais j'étais trop jeune. Et à l'époque, là où j'étais, dans la ville où j'étais, ils faisaient pas les cours pour les petits. Donc j'ai fait de la gymnastique et de la natation. Mais en parallèle, par contre, à chaque fois, le soir, voilà, je boxais, j'avais sac de frappe. Je regardais beaucoup de films de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, c'est venu après, mais beaucoup de Stallone et tout ça. Jean-Claude Van Damme. Donc c'était vraiment à fond. Et après, non pas que j'allais provoquer, mais je montrais que si tu étais enclin à vouloir jouer, j'étais. Il y avait là, bagarre, quoi. Il y avait... Et là, je me battais presque, pas tous les jours, mais presque. Et après, donc, t'es rentré dans la gendarmerie et t'as gardé un peu ce côté bagarreur. Non, mais disons ce qu'il faut. Enfin, je voudrais quand même être assez clair là-dessus. Au GIGN, je suis pas le profil type. On recrute pas ce genre de normalement. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer en gendarmerie. J'ai eu 2 ans d'enquête de moralité, justement, suite à toutes ces bagarres-là. T'étais un peu le chien fou du GIGN. J'étais un peu le chien fou. Alors, je suis rentré très jeune. Moi, je suis rentré à 24-25 ans. C'est l'âge minimum auquel on rentre en général
pas ou peu. Je suis resté le plus jeune très longtemps, mais parce qu'en fait, je pense que l'instructeur que j'ai eu et qui a accepté de me recruter s'est dit, je pense qu'il faut qu'on le fasse rentrer parce que si on lui bloque la porte, derrière, il va faire autre chose et pas du bon côté. Ah oui, il avait peur que tu bascules. Et il avait complètement raison, parce qu'il y a une période de ma vie où je bifurquais, où la violence m'ouvrait d'autres portes. La violence du mauvais côté, quoi. Du mauvais côté. Je faisais du recouvrement, je travaillais en boîte de nuit, j'étais portier, et ça prenait une autre tournure. Donc moi, la gendarmerie m'a vraiment sauvé, le GIGN m'a vraiment canalisé, et j'ai pu... Alors non pas exercer de violence, parce qu'en fait, j'exerçais plus la violence. La violence, je l'avais en moi. J'avais trouvé un sens. J'avais trouvé un sens, et disons que j'étais l'un de ceux, parce que je ne suis pas le seul non plus, à être capable de repousser parfois certaines limites et d'accepter une violence qui était nécessaire et utile. Alors, il y a un jeu qu'on devait faire après, mais maintenant que tu parles de ça, on va le faire tout de suite. Je suis désolé. Alors, attends. Hop là. Non, c'est justement, que faire si un mec, ok, on va te poser des questions et tu nous dirais, que faire si un mec te fait ça dans la rue, comment tu réagirais Avec toi, des si. et que faudrait-il faire pour nous tous qui ne savons pas nous battre, d'accord? Ok. Si des mecs en train d'embrouiller une femme dans les transports, genre t'es dans le métro, t'as une femme qui se fait agresser, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaie d'organiser le truc, c'est-à-dire que... Et je préconise qu'il faut une organisation. C'est-à-dire, je vais en choper un, je vais dire, toi, tu téléphones. Toi, tu filmes. Mais alors, avant de filmer... Avant. Pour faire des preuves. Parce que les gens sortent le portable, mais sans appeler. Il faut savoir que maintenant, c'est répréhensible. Hein. Ah, de Vous sortez filmer votre téléphone, que vous filmez une agression, mais que vous n'avez pas appelé au préalable les forces de l'ordre ou donné l'alerte, c'est... Ah oui, putain, le plan, quoi. Bien toi, tu fait, vas chercher c'est un normal. tacos, toi, tu vas... Mais c'est normal. Toi, tu appelles, toi, tu viens au cas où, voilà, qu'on soit deux, mais j'y vais. T'organiserais le truc en Il faut 10 secondes. organiser. Pas dingue. tout seul, on va pas y aller tout seul, mais on organise quelque chose. Je donne des stages, justement, où j'essaie d'organiser un petit peu ça. Sur un gros panel, hein. Parce que j'ai observé, souvent, les gens qui sont violents, on va être 20 dans un métro, il y en a un trouduc qui va commencer à... Et puis, si on se met tous dessus... Le 11 septembre, les 4 avions qui se crashent, les 2 dans les tours jumelles, un autre sur le Pentagone et un autre dans un champ. Pourquoi dans un champ? Les civils passagers on attaqué. ont agi. Ouais. Donc, quelque part, ils ont empêché quelque chose. Je veux dire, si on peut empêcher quelque chose, on peut toujours. Et c'est la légitime défense. Que faire si ta femme te dit, c'est soit moi, soit ton travail? Qu'est-ce que tu aurais fait? J'ai eu de la chance, une chance énorme, c'est que j'ai eu une femme qui était extrêmement compréhensive et qui a vu Edwige. que ma vie était mon travail. Et qu'en fait, l'homme que j'étais faisait partie de ça. Donc, à partir du moment où, moi, sans ce métier, c'était pas moi. Et là, maintenant, si je suis pas acteur, ce sera pas moi non plus. Ouais, il faut qu'elle Parce que accepte. je suis à fond dans ce que je fais. Je suis à 3000%, donc il faut qu'elle accepte. Après, c'est des concessions, hein. De toute façon, la vie de couple, et elle a tenu, hein, ça fait 19 ans. Ah ouais, Ouais. Non. C'est mon âge, quoi. Elle en a subi, C'est ça. elle en a subi, la pauvre. Si On peut un... même l'applaudir. Hein. Si un mec te met une gifle en soirée, Alors déjà, faut qu'il soit bon parce que... Alors ça veut pas dire qu'il faut la tenter. Hein. Parce qu'il y en a parfois qui vont dire « Ah, bah, tiens, il est bon, bah ok, je vais y aller. » Non, je vais la remettre direct. ah oui, ça j'imagine bien. Ça, Mais je j'imagine pense que je vais pas en mettre qu'une, je vais en mettre 10. bien. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est dans mes gènes, quoi, voilà, c'est comme ça. Et pour reprendre sur ton histoire, il y a un autre truc qui m'a vraiment marqué, c'est l'entrée au GIGN. En fait, vraiment la sélection. Moi, ça me fait rêver, comme beaucoup de gars, j'imagine. Mais je pensais pas que, on va dire, ce que tu appelles le coxage, donc vers la fin. Ouais. Je peux donner 2-3 trucs que tu as expliqués dans le livre. Ouais. En gros, tu expliques donc que c'est très dur, on va passer plein de détails, etc. Il y en a plein qui abandonnent sur des trucs physiques où ils ne sont pas capables d'y arriver. Toi, tu arrives, même avec le cerveau, à oublier comment ça s'appelle, la douleur dans un genou, etc. Et surtout, le coxage, c'est à la fin, il vous noie quasiment jusqu'à la mort, et après, il te fout dans un camion frigorifique, les yeux bandés, jusqu'à que tu bouges plus, quoi. Pourquoi? Et tu sais pas plusieurs heures, combien de temps, nu. Nous, ça a duré 17 heures. 17 heures. 17 Ouais, heures c'est- avec un sac en toile de jute sur la tête. Alors, cette épreuve-là, elle se modifie. Elle évolue en fonction des années, de ce que l'unité vit en France et à l'étranger, des difficultés, et de ce qu'on a envie de faire subir aux stagiaires. Je vais boire un coup, moi, je pense. Non, ça a été extrêmement dur parce qu'en fait,
ce qui est important là-dedans, c'est que dans cette situation où on est complètement isolé, à partir du moment où on vous met un sac en toile de jute sur la tête, vous ne voyez plus rien, on entend mal, on est isolé, donc on a les pieds et les mains attachées. Ok. On a été mis dans une espèce de fosse septique, et là on a un numéro. Et on est avec de la musique très très forte, on a froid, on est balancé à un moment donné dans un camion frigorifique, arrosé d'eau froide. On est isolé en fait. On est isolé dans la difficulté, on est en situation d'otage. Alors c'est assez violent parce que ça va pas durer non plus super longtemps. Les otages parfois font plusieurs semaines en tant qu'otages. Donc là, ça va durer une quinzaine d'heures peut-être, 17 heures pour notre promotion. Et là, on nous a même attachés par les pieds et mis plongés dans l'eau. Donc là, ça dure un peu. Et tout ça, en fait, je pense, on a fait une disserte après pour nous faire travailler psychologiquement, pour connaître un petit peu nos limites, à quel moment, et savoir si on pouvait se resituer. Moi, je me suis dit, c'est des instructeurs GIGN, on va pas mourir, on va pas être blessé. Je veux dire, ils vont jouer, ils vont titiller la limite, à la limite, ouais. pour qu'à un moment donné, on perde pied. Mais il te casse la gueule quand même. Ouais, à un moment donné, j'avais le goût du sang dans la bouche, ouais, parce qu'on prenait des coups. Mais j'étais tellement content de faire ce truc-là parce que je me suis dit, J'y suis. ouais, pour moi, c'est un concours. Et les plus faibles vont partir et les plus forts vont rester. Et moi, je l'explique dans le livre, hein, je dis s'il avait fallu pour rentrer au GIGN me couper moi-même un doigt, je l'aurais fait. Tu pouvais arrêter le coxage à tout moment en disant, ils te Stop. demandaient ton nom, ton prénom Ça, et je ta le fais, fonction. je Et me barre. si tu lâchais, ils arrêtaient. Mais moi, je voulais que ça dure le plus longtemps possible pour qu'ils voient justement. Et j'avais vraiment, moi, je m'étais mis dans la tête qu'en fait, je m'étais fait un scénario. Et je m'étais dit que j'étais dans un pays étranger, que j'avais tué presque la moitié de leur force armée qui était hostile. Et qu'en fait, j'avais tellement été loin, j'avais tellement été un bon soldat, j'acceptais mon sort, j'acceptais ma mort, et que de toute façon, ce qu'ils allaient me faire n'était rien par rapport à moi, ce que j'avais fait. Et t'as tiré sur ton père en tir de confiance. Ouais. C'est le truc. Ouais. Je crois qu'on a une photo en régie, si vous voulez bien montrer ce que c'est que le tir de confiance. En gros, c'est une galette comme Baltrap que tu mets sur le gilet Sur un gilet pare-balles pare-balles, ouais. et tu tires sur la personne. Et on tire à 15 mètres, ouais, au revolver. C'est pour montrer en fait que tu as confiance. Parce que si, voilà, c'est ça. Voilà, c'est En ça. gros, c'est pour Même montrer. si Merci même beaucoup. si t'as ça, si ça touche, ça pète quelque chose, non? Non, en fait, le gilet pare-balles qui est utilisé C'est lourd, c'est les a une plaques. double couche, c'est-à-dire qu'on sent pratiquement rien. Ok. Il est tellement lourd, il est tellement dense que non, ça fait pas de. Mais par contre, c'est vrai que là, si le gendarme Il y a une pression. Ouais, sur le gendarme. dévie ou voilà, là, c'est en fait, on fait ça en fin de stage entre collègues et Pour dire, sur j'ai notre confiance en toi. instructeur, et l'instructeur se met devant les élèves pour dire bah voilà, maintenant j'ai confiance en vous. À toi de me. Genre, tirer c'est dessus. une balle, c'est une balle. C'est une 357 ouais, c'est ça. Magnum ou une 38 spéciale. C'est pas Donc une balle qui c'est Qui fait mortel. mal. Et alors, le truc qui m'a marqué dans le livre, c'est la prison de Fleury-Mérogis. Alors, on a une photo d'un couloir de la prison. Je ne sais pas si c'était le même que où tu étais toi, où ça. tu as tué quelqu'un. Tu donnes même son nom, Florent Bianchi. Ouais, c'est ça. Et c'est étonnant que tu aies le droit, tu puisses donner le nom d'un mec que tu as toi-même exécuté. Je le donne parce qu'en fait, c'est pas moi qui le donne au début, c'est Internet. Hein. Internet le Ah oui dévoile assez rapidement. Ouais, quand il est décédé, ils ont donné le nom. Mais on ne savait pas que c'était toi. En fait, moi, il était dans le couloir, donc il prenait son psychologue en otage avec un couteau qui avait été fait de manière artisanale, extrêmement tranchant, parce qu'après, derrière, il avait crocheté la carotide, il était prêt, en fait, à l'égorger. Il y a eu 8 à 10 heures de négociation. Moi, au début, j'avais pas de rôle, hein, je le raconte assez précisément dans le livre. Hein. Et Rachida Dati qui arrive, Rachid dit surtout Dati pas de coup de arrive, feu. dit surtout pas de coup de feu, pas de mort. Mais vu la position, moi je propose un tir, et le tir pour neutraliser quelqu'un, pour le tuer en fait de manière... Parce qu'en fait, là, il fallait absolument le rendre tétraplégique. Il faut pas qu'il y ait de gestes. Il meurt directement, Faut ouais. pas qu'il y ait de gestes pareils. Ouais, Parce que c'est vous ça. tirez une balle dans la tête au niveau... Enfin, ici, il se peut encore qu'une fraction de seconde, il y fasse ça. a un geste. Et la personne, si elle a crocheté la carotide, clac, c'est Il est trop haut. tard. Donc Et il c'est fallait... au niveau de la colonne dans la bouche. Tu dis, Voilà, il y a une c'est zone au de niveau, 300. il y a une zone au petite niveau zone. de la bouche, une petite zone où là on vient taper le cervelet. Enfin là, les médecins pourraient plus en parler que moi. Et justement, il y avait un médecin sur place. Et là on me demande de faire un tir épaule. Et je dis, bah, moi l'épaule c'est pas possible, que si je loupe mon tir, si je tire plus haut, il égorge. Et moi je dis, bah voilà, moi je suis prêt en fait à lui mettre une balle dans la tête, parce que le mec c'est un psychopathe. Hein.
Et puis, il faut replacer dans le contexte. Hein. Il est très déterminé. Il dit, mais moi, ça va être simple. Je vais l'égorger, je vais poser le couteau et je vais me rendre. Et quand je referai une prise d'otage, vous me prendrez au sérieux. Oh là là. Mais là, c'est un vrai boulot d'acteur que tu as fait. Parce qu'ils t'ont habillé en maton. Ils m'ont habillé en agent de la pénitentiaire. Et là, j'y vais avec l'arme donc, derrière la cuisse. Et j'avance dans ce couloir, donc avec un chariot plein de nourriture pour soi-disant donner la. Tu faisais semblant de donner le café, je crois. On faisait semblant de donner des chips et tout ça, et du taboulé. Parce qu'on cherchait l'étui à un moment donné, pareil, dans le taboulé. Bref. Et moi, à un moment donné, je dis au médecin, je dis comment je peux le neutraliser sur un tir sûr, parce que l'épaule, on oublie. Est-ce que si je tire dans le cou, et il me dit, si tu tires donc dans le cou, donc la tête de l'otage était là. Il me dit, si tu tires au-dessus, dans le cou, et que tu atteins la colonne vertébrale, il sera tétraplégique tout de suite. Donc là c'est bon. C'est bon. Il ne sera pas mort, par contre, il risque d'être tétraplégique, muet, parce que tu vas arracher les cordes vocales, tout ça. Enfin, le pauvre, sa vie derrière, je dis, c'est horrible. Enfin, et là, je suis pendant 2 à 3 heures dans un couloir avec l'arme en main. Et tu répètes le geste. Et là, je répète le geste et je passe par toutes les phases de stress. Parce que là, en fait, je me dis, je vais tirer sur quelqu'un. Ouais. C'est ton premier. Ouais, c'est le premier. Il va probablement soit mourir ou être blessé grièvement. Et en fait, il y a un moment donné, je suis comme ça. Je pose l'arme et je dis, je suis plus en mesure de le faire. Oui, c'est ce que tu dis, tu as une vraie montée de stress. J'ai une montée de stress et là, j'ai appris à gérer mon stress. Et je suis passé par toutes les phases où je me suis dit, allez, on va s'autoriser 2 minutes de lâcher prise pour laisser aller. Parce qu'en fait, j'avais remarqué que quand je luttais contre le stress, je luttais contre le tremblement, j'essayais de contrôler ma respiration, je fatiguais 10 fois plus. Donc j'ai dit, laisse aller. J'ai laissé aller. Et puis à un moment donné, je mettais 2 minutes. Et puis, au bout d'1 minute 50, je reprenais par la respiration à reprendre le contrôle de mon corps. Je luttais pas sur mes idées, sur mes pensées négatives, comme quoi je suis une merde et je vais pas y arriver. Et je me dis, quand je vais reprendre possession de mon corps, je vais pouvoir retrouver des gestes que je connais par cœur, en fait. Et là, ça va me remettre en condition d'entraînement. Et ce tir que j'avais à faire, je le faisais à 25 mètres. Un tir, la cible, c'était ça, en fait. C'était un peu plus qu'une pièce de 2 €, comme Carglass. C'était ça, la cible. Et j'avais à le faire au plus proche, à 5 mètres. Ah, tu pouvais pas et au t'approcher plus loin, Tu testais à 25 à 20 mètres. Ouais. Ok. Donc, je me suis dit, si jamais il se dévoile, s'il commence quelque chose à 20 mètres, je ferai un tire-tête, parce que c'est le plus facile pour moi. Plus je vais me rapprocher, Plus tu seras précis. plus je vais essayer de le blesser et de viser le coup. Et j'ai visé, je suis arrivé à 5 mètres, où là, en fait, on fait tomber une louche pour faire une diversion. Donc moi, j'attends ce moment où C'est la un louche boulot va d'acteur, tomber. ça. Ah la vache. C'est quasiment comme une, tu vois. Et là, J'ai quand fait la ça. louche tombe, le regard du preneur d'otage se tourne. Il prend la balle donc dans le cou. Le bras fait ça. Il fait un pas de recul et il s'effondre. C'est pas anodin. Et moi, ça me donne une. Pour moi, je sais ce qu'est la valeur de la vie. Pour l'avoir ôté et pour être passé à côté de la mort plusieurs fois. Est-ce que tu as peur de la mort ou pas? Non. Pas du tout. Non, parce Zéro. que je l'ai évité plusieurs fois. J'ai dû l'envisager plusieurs fois. J'étais prévu en tête sur les frères Kouachi. Ah ouais, alors c'était ma dernière question. Ouais. Et non, j'ai pas. Non, parce que je suis prêt. J'ai tellement vécu de bonnes choses. Ah, voilà. J'ai tellement vécu de mauvaises choses, mais je suis en paix avec moi-même. Et je pense qu'on est prêt à mourir quand on est en paix avec soi-même. Et ce que je vis, c'est du bonus. Je suis bien. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible parce que j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un entourage avec qui j'ai envie de vivre énormément de choses. Mais non. Non, Alors, ils ont mis en régie, si vous voulez bien remettre les copains. C'était l'assaut de l'imprimerie donc, où il y avait les frères Kouachi. Ouais. Et t'es là, tu te reconnais ou pas? Non, Non, tu peux pas savoir là. non. Vous êtes tous habillés pareil, c'est Mais le en problème. fait, moi, c'est ça. voilà, alors je devais, ce qui était prévu initialement, c'était de rentrer donc par le Sherpa, là, le véhicule. Et en fait, on devait rentrer par cette fenêtre. Donc vous voyez que c'est quand même assez réduit. Il faut imaginer on était donc un trinôme, 3. Le premier, Christophe, avait un bouclier, donc lui, 45 kilos sur le dos, plus le bouclier, 20 kilos. Imaginez la difficulté pour rentrer. À savoir que les frères Kouachi étaient dans ce bureau-là. Donc, nous aura attendu à nous balancer des rafales. Ouais, c'est ça. Donc là, très défavorable pour nous. Et lui, donc en rentrant dans le bureau, moi, je devais rentrer en même temps. Et moi, mon rôle, en tant que chef d'équipe, donc au milieu, et Gérald, un ami, donc derrière, on devait rentrer à 3, presque en même temps, voilà, dans le truc. Donc Christophe aurait pu se protéger un petit peu, il nous protégeait nous. Mais s'il nous protège, lui, il se découvre.
extrêmement compliqué, mais bon, il n'y a pas le choix. Donc je leur ai dit, les gars, voilà, quand on va rentrer, on va se faire tirer dessus. Vous allez sentir les impacts dans les cuisses, dans les bras. On va continuer à faire boule de feu et avancer jusqu'à temps qu'on les ait neutralisés ou touchés, ou du moins isolés dans un coin. Mais concrètement, on sera soit blessé grièvement, soit on va mourir. Et là, on s'est serré la main, on s'est dit, bah moi je suis prêt, avec toi c'est un honneur. Parce qu'on était vraiment comme ça, et on s'est dit, bah voilà, peut-être que dans 1 heure, on sera là-haut, et ben on se boira une bonne bière, et puis voilà, moi j'ai appelé ma femme. Alors, c'est ce que tu as raconté sur BFM, justement, Ah l'appel de ouais, ta femme. Moi, ouais. j'étais devant ma télé, je parlais plus. Il y avait Dominique Rizet, Dominique qu'on Rizet, a reçu épouse aussi, Toussaint, ouais. et qui parle plus non plus, qui sont comme ça. Et ils sont, tout le monde est un peu estomaqué. Parce Ils étaient émus, je l'étais aussi, parce que quand je raconte cette histoire, c'est... Normal. En fait, je savais qu'on allait normal, parler de ça. c'est Et même moi, normal, rien que c'est de. normal. Je te l'ai montré. Ouais, Je dis, putain, je peux chialer quand il raconte cette histoire, parce que je c'est montré trop. hier, c'était pareil. En fait, non, mais Arrêtez, parce que ça va être et pire. moi, le fait de le voir ému, ça m'émeut. Ah ouais, non. Non, pour vous dire, voilà, on était donc prêt à partir. Il faut savoir que ce que je vis à ce moment-là, je ne suis pas le seul à le vivre, tous mes collègues le vivent. Moi, je le raconte. Mais il faut savoir que ce que je raconte moi, c'est tout ce que les autres parlent aussi à leurs femmes, à leurs proches. Et tous ceux que vous voyez avec une cagoule font aussi. Et feront dans les futures semaines et tout ça. Donc j'appelle ma femme, je lui dis écoute, voilà, je suis à Damartin, l'assaut va se faire. Elle savait, elle. Hein. Elle savait. Je lui dis l'assaut va se faire d'ici une petite heure, je pense. Elle me dit ok, elle me dit comment tu te sens? Je dis je me sens bien, ça va. Elle me dit c'est quoi ton poste? Elle a toujours voulu savoir. Je lui ai jamais menti. Quand je lui disais écoute là, te fais pas trop de bile, ça va le faire. Elle était plus sereine. Quand je lui dis là, c'est plus compliqué, mais ça va le faire. Crois en moi, machin. Et je lui dis, bah écoute, je suis en tête. Ah ouais, en plus, elle a vu elle doit suivre les Elle chaînes de suivait télé. sur BFM, elle me dit ok. Elle sait ce que ça faisait 13 ans que j'étais au GIGN. J'étais chef de groupe tactique. Elle me dit ok, elle me dit ils ont confiance en toi. Je dis bah ouais. Elle me dit et ton pronostic? Je dis si je rentre ce soir, ce sera exceptionnel. Pouf. Et elle te dit quoi là? Là, elle pleure. Elle pleure. Ouais. Je pleure aussi. Et moi, c'est là où... Putain, mais c'est chaud. Mais dans les émissions, en général, j'arrive à le dire. J'ai pas pleuré à BFM. Hein. Non, et je lui dis, écoute, si je dois mourir ce soir, sache que moi, j'ai eu une vie intense, trépidante. J'ai vécu tout ce que j'avais envie de vivre. J'ai des enfants, tout va bien. Et où que je sois, je serai là. Et toi, tu sais ce que je veux pour toi, tu sais ce que je veux pour les enfants, fais. Mais pour moi, c'est pas le pire. Quelque part, je meurs au sommet à l'apothéose de mon travail, de ma vocation, de ce que j'ai toujours voulu faire. C'est une belle mort. C'est une belle mort. Mourir au combat pour un soldat, quelque part. Il y a eu les derniers là, du commando marine, de Hubert. Pour moi, quelles que soient les circonstances, est-ce que c'est utile, est-ce que le débat, il y a d'où on dit, lui, il est mort pour rien. Oui. Non, on ne meurt pas pour rien. On ne meurt pas pour rien, on meurt pour une cause. Et quand on part au combat, nous, on sait pourquoi. Alors si nous, on sait pourquoi, d'où les gens vont dire, ils sont morts pour rien. Non, ils sont allés au bout de leur engagement. Après le jugement, ben voilà, pour eux, ça valait le coup, ça valait la peine. Parce que quand on part au combat, on sait qu'on peut mourir. On le sait et on est prêt à ça. Et moi, à chaque fois, c'est une grande chance de risquer sa vie et d'en sortir. Parce qu'en fait, c'est des remises en question perpétuelles, en permanence. Et j'ai eu cette chance d'en avoir plusieurs. Plusieurs fois, j'ai dû me préparer à mourir. Ah ouais? Plusieurs fois. D'envisager de donner la mort, d'envisager de la donner, d'envisager la mort de mes collègues amis, de mes frères. Et c'est dur. Et ça donne une autre saveur à la vie. Et quand on dit le GIGN, c'est respecter la vie. Moi, j'ai appris tard. Hein. J'ai appris à Fleury-Mérogis en 2008.
ce que ça voulait dire vraiment préserver la vie au GIGN, alors que j'étais rentré en 2004. J'ai su 4 ans après, parce qu'il a fallu envisager ça. Et maintenant, pour moi, la vie, mais vous avez une changé. vie, ça n'a pas de prix. On voit que c'est un peu explosé l'entrée. En fait, vous avez jeté des grenades. Alors, ce qui se passe, il faut savoir qu'il y a une procédure. À partir du moment où on enclenche un assaut, quelle que soit la manière dont il va se faire, nous, on ouvre toutes les issues par nos propres moyens. Donc, c'est des portes, c'est des fenêtres, c'est tout ça. Donc, à partir du moment où le chef dit top action ou assaut, on déclenche tout pour se mettre dans le confort. Donc là, ça passe par ceux qui étaient à l'effraction, donc l'ouverture des portes et des fenêtres, déclenche les explosifs pour tout ouvrir. Il y a plein de points de sortie. Et ça fait des ouvertures. Ouais. Alors, il faut savoir qu'ils sont sortis quand même. Hein. Oui, c'est eux qui sont sortis C'est eux d'eux-mêmes. qui sont sortis. Je pense que pour eux, l'attente était insoutenable, comme pour moi et les collègues qui étions prévus en tête l'attente de la confrontation et peut-être même de la mort est insoutenable. Le doute. Quand vous savez que dans 1 heure, vous pouvez mourir, que vous avez dit adieu à votre femme, à la famille et tout, bon, là... T'as envie d'y aller, ouais. Ah, faut y aller là. Et T'es ça arrive. pessimiste sur le futur ou t'es optimiste? J'ai repris un peu espoir. J'ai repris un petit peu espoir parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait à l'étranger et aussi en France. Le renseignement, à un moment donné, on a eu une mauvaise politique de renseignement, mais ça me concerne. Voilà, ils ont démantelé un peu pas mal de réseaux de renseignement qui étaient efficaces. Maintenant, on a refait un petit peu avec la DGSI, tout ça. Je pense que les gens sont très efficaces et arrivent à justement avant même que ça. Et on n'était pas au courant de tout, et heureusement d'ailleurs. Mais je suis assez optimiste quand même. Et sur les nouvelles générations, maintenant que je rencontre, maintenant que je suis dans le civil, je suis assez optimiste parce que je trouve que les jeunes, ceux qui viennent à mon contact, ont une volonté. Moi, je le vois sur mon Instagram, les messages que je reçois. Les jeunes ont envie, quoi. Ont envie d'éradiquer la violence et je reprends espoir. Confession d'un ops, Philippe B. Et Jean-Luc Ferrat. Et alors, tu disais maintenant, on t'appelle Aton, t'as pris un pseudo, A-T-O-N. Aton, ouais. Sur ton Instagram, et on peut te retrouver au nom d'Aton. Ouais, c'est Aton sur Instagram, c'est Aton sur Facebook. Et c'est mon nom d'acteur maintenant, sur les génériques, parce que ça y est, ça commence un petit peu. Comment ça met Tu joues dans quoi et tu vas jouer dans quoi et tout? Alors, j'ai tourné 2 fois pour Jean-Pierre Mocky, qui était... voilà, on m'a demandé... au début, c'était un petit rôle silhouette, et après, c'était un rôle où j'étais Ben, un gardien capitaine de rugby. Et j'ai fait aussi le film Hostile, où là, j'ai une brève apparition. Je suis un cannibale, mais c'était surtout sur le coaching de l'actrice. Là, j'ai tourné dernièrement sur une série, future grosse série, où là, j'ai eu 15 jours de tournage. Donc, je peux pas trop en parler, mais 15 jours de tournage sur une série, on va me voir sur 2-3 épisodes, et plutôt bien. Et là, il y a des projets, alors c'est en financement, c'est assez compliqué en France, c'est vrai, pour les obtenir, mais j'ai déjà des coups de fil de réalisateurs qui sont intéressés pour me faire tourner, pas forcément que dans l'action, mais beaucoup dans le psychologique. On m'a même fait prendre pour un teaser de film qui était en financement 15 kilos de gras, où là j'étais un père de famille dépressif, où son fils sur lit d'hôpital, dans le coma, et qui va l'accompagner jusqu'au bout. On n'a pas eu de financement, enfin, malheureusement, voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Mais pour le teaser, j'ai pris 15 kilos de gras. J'ai mis 2 mois à prendre 15 kilos. J'ai mis 7 semaines pour les perdre, et j'ai fait la couverture de janvier 2018, Karaté Bushido, où j'ai les plaquettes de chocolat, j'ai réussi à retrouver mon corps. T'as réussi à faire le yo-yo, t'as pris 15 kilos, t'as perdu 15 kilos Voilà, direct. ouais. Mais c'était à la détermination, l'engagement. Je me suis engagé, j'ai fait ça moi pour montrer à des producteurs, à des réalisateurs que l'engagement que j'avais au GIGN, j'ai exactement le même dans le cinéma, et que moi je suis prêt à aller, voilà, on me dit ça, je le fais. Si t'as la même motivation, tu devrais y arriver. Ah, mais je suis motivé de la même manière, de toute façon, ça c'est clair. Mais j'ai déjà tourné, et je vais encore tourner, normalement c'est prévu. Et... Confession d'un ops, les dieux du allez cinéma chercher les gars. Merci beaucoup d'être venus. Ouais, merci. Aton, merci mille fois d'avoir pris le temps. On se retrouve la semaine prochaine, inscrivez-vous dans la description pour venir dans le public, vous êtes les bienvenus. Avec Jimmy qui sera encore habillé